Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce soir c'est une journée très spéciale parce que c'est l'Halloween. Fait que je voulais qu'on célèbre ça ensemble de façon assez spéciale avec peut-être un nouveau livre ce soir. Donc je vous laisse le temps de vous installer, on est un peu en avance, installez-vous confortablement. Prenez vos aises et ajustez votre volume. Et on va commencer dans quelques secondes. Moi, de mon côté, je vais vérifier aussi si tout va bien. Donc, ça a l'air de marcher. Ah, j'ai même eu des commentaires. Donc, tout est sous contrôle. On peut commencer. Donc, bienvenue à une nouvelle lecture aux chandelles. Je m'appelle Stéphanie Sylvain pour ceux qui ne savent pas encore. Et c'est la 3e édition. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Ça marche super bien. Puis, je suis vraiment heureuse que vous soyez à l'écoute aussi fidèle. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, on va continuer ensemble pour ce soir. Je l'avais déjà annoncé un peu, mais pour ceux qui viennent d'arriver, je vais faire la lecture de Déviance. C'est un roman que j'ai écrit avec une collègue auteure, Whitney Saint-Onge. On l'a écrit à 4 mains, ce qui est pas rien. Et c'est pas tout à fait un roman d'horreur, je vous préviens tout de suite. C'est plus, disons, un thriller. Donc, on est quand même dans l'ambiance assez lugubre. Donc vous allez pouvoir découvrir ça. Je vais lire le premier chapitre et ça va vraiment me faire plaisir de vous faire découvrir ça pour ceux qui ne connaissent pas encore. Dans le fond, Déviance, c'est un roman thriller, mais c'est aussi de la science-fiction. En fait, pour être plus précis, c'est de la dystopie. La dystopie, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça serait un peu comme imaginer un avenir, mais qui a dérapé. C'est un avenir sombre où tout va mal, où tout a dégénéré. Donc, on part de bases assez connues. Et, je ne l'ai pas dit, mais c'est une histoire qui se passe au Québec, Montréal, Québec, Trois-Rivières, dans ces eaux-là. Et donc, comment ça a dérapé? Ben, vous pouvez imaginer un peu, il y a beaucoup de corruption. Il y a du trafic de drogue assez intense qui a augmenté. Il y a aussi la pollution, l'environnement qui va très très mal. Donc, c'est un peu une fenêtre sur qu'est-ce qui pourrait arriver si on ne fait rien, hein, si les choses dégénèrent. Donc, ça vous donne une petite idée. Et je peux dire aussi que c'est très spécial comme roman parce que c'est un roman choral. C'est un roman où chaque chapitre, on suit un personnage différent, on est dans sa tête. Et c'est des personnages, tous les personnages sont complètement déviants. De là le titre. Donc on peut être dans la tête d'une junkie, dans la tête d'un savant fou ou d'une jeune trafiquante. Le premier chapitre, justement, on va découvrir la famille Boudreau, qui est une famille très spéciale. Je vous en dis pas plus et je commence tout de suite à vous faire découvrir ça. Donc, chapitre 1, Explosif. Et une date, 30 janvier 2102, 18h. Un réseau de distribution tissé serré, 5 trafiquants un peu fêlés, une trentaine de policiers soudoyés à leur service et assez de kalium pour planer une vie entière. Voilà tout l'avoir d'une famille bien établie. Les Boudreau, maisonnés et jalousés par tous les perfides de ce monde, détiennent une partie importante de cet oligopole qui englobe toute la région du Grand Montréal. La drogue hallucinogène qu'ils vendent, sans pudeur, fait des ravages, cumulant une liste de victimes sans cesse grandissante. Il faut dire qu'une seule dose suffit pour rendre le consommateur accro. Son pouvoir addictif dépasse celui de toutes les autres drogues vendues sur le marché. Cette substance
est une échappatoire éphémère, privilégiée par les insouciants qui ne s'inquiètent pas de ses effets délétères. Or, qu'ils soient réels ou fictifs, tous rêvent d'un avenir meilleur. Évidemment, au début, les criminels proactifs que sont les Boudreaux voulaient répondre à la demande croissante. Il y a 10 ans, une rumeur circulait. Le docteur Hubert Fortin était sur le point de lancer un médicament révolutionnaire. Suivant cette piste plutôt vague, Miguel, meneur du groupe et expert en informatique, a rapidement découvert que l'une de ses composantes valait bien plus que toutes les autres drogues du marché. C'était une molécule pouvant répondre à ce besoin d'évasion. Flairant la bonne affaire, les Boudreaux ont volé la formule de synthèse du Kalium avant même que le docteur ne commercialise son produit miracle. Grâce à un piratage minutieux, le tout s'est fait en catimini. Les logiciels de protection ne purent même pas détecter l'intrusion. Depuis ce temps, la famille s'enrichit sur le dos du docteur Fortin, bien que celui-ci ait découvert le poteau rose un peu plus tard. Trop tard. Malgré de nombreuses tentatives, il n'est toujours pas parvenu à faire cesser ni la production ni la vente de Kalium par les Boudreaux. Leur mode de distribution sans point de rendez-vous fixe, leur conception artisanale, pas besoin de plus de quelques exécutants grassement payés, et les pots de vin judicieusement distribués empêchent le docteur Fortin de perturber efficacement leur activité imprévisible. Malgré tous ces efforts et ceux des policiers, la famille gagne autant d'argent que les revendeurs d'eau potable, une denrée de plus en plus rare en ce début du 22e siècle. C'est au beau milieu de cette famille atypique qu'a grandi Dorothée Boudreau. Seule fille parmi une fratrie de 6, elle ne bénéficie ni du respect qu'on porte généralement à l'aîné, ni de la clémence qu'on accorde habituellement aux benjamins. Tout comme Zach, le premier-né, elle ne s'est jamais véritablement sentie à sa place. Elle souhaiterait participer davantage aux décisions entrepreneuriales et aimerait qu'on ne la voie pas juste comme la femme de service qui fait ce qu'on lui demande. Après tout, elle vaut autant que pour ce qui est de livraisons ponctuelles, des règlements de compte ou du chantage auprès des forces de l'ordre. Sans oublier qu'elle a accès, comme la grande majorité de la population d'ailleurs, à un dispositif qui optimise ses capacités, le circuit intégré numérique, aussi appelé SIN. Implanté dans son cerveau, il décuple son potentiel. Inséré dans son corps calleux, le point central d'échange d'informations est connecté à une pléthore de sources de données extérieures. Il permet non seulement de prendre des décisions éclairées, mais aussi d'effectuer des tâches complexes avec une précision étonnante à l'aide de divers logiciels. Qu'ils soient en libre accès ou proviennent du marché noir, qu'ils soient financés par le gouvernement, programmés par sa famille ou achetés à prix fort auprès d'entreprises privées, elle peut compter sur chacun d'eux. Or, malgré cette assistance technologique, sa vie n'est pas simple. Ses nombreux tourments l'empêchent de s'affirmer et son estime de soi bat de l'aile. Il faut admettre que passer son enfance à jouer parmi les coups de feu n'est pas sans doute la meilleure façon de grandir. Non sans raison, elle imagine son existence fragile, comme un pendule qui se balance au bout d'un fil sur lequel on a trop tiré. Chaque oscillation du pendule lui apportant un nouveau lot de doutes et de remords. La jeune femme ne demande parfois ce qu'aurait pu être son existence en d'autres circonstances. À tout instant, Dorothée doit se battre pour faire ses preuves. Que ce soit lors d'une transaction très risquée ou pour des tâches quotidiennes, elle donne toujours le meilleur d'elle-même, en espérant un jour se faire remarquer par ses frères. Elle le sait bien. Ceux-ci ne voient que son visage au teint de pêche, encadré de boucles volumineuses. Mais elle est bien plus qu'un joli minois. Elle a l'esprit vif, une détermination folle. Aujourd'hui, par exemple, comme une jeune adulte responsable,
elle s'affaire en cuisine. Sur l'immense comptoir de granit, son couteau tranche des juliennes de nourriture synthétisée en suivant le guide de découpe numérique. Grâce à son SIN, elle n'a plus à se soucier des imperfections de sa mémoire ni de son manque de coordination, plus qu'à suivre les indications d'un programme qui l'assiste, étape par étape, dans son quotidien. Après avoir coupé les protéines, faites bouillir de l'eau. Où est passé Zach? Il devrait être là alors qu'il est. Ce ton génial provient de son frère Yann. Un bandana en permanence sur la tête et la barbe mal rasée, il entretient toujours son image de gangster. Assis avec Cosiste, en face d'un îlot métallique sur lequel traînent une dizaine de pièces hétéroclites, il s'occupe avec zèle à démonter son arme à feu. Il minute son exploit à l'aide d'un chronomètre panoramique virtuel. Des chiffres rouges défilent, illuminant le plafond de la cuisine en gonflant ainsi son ego et son sentiment de virilité. Agacée, Dorothée décide de supprimer cet exécrable affichage public. Elle efface les chiffres et de sa réalité augmentée, et le plafond retrouve pour elle son blanc coquille d'œuf. L'attitude de son frère ne l'impressionne pas plus que son apparence négligée. Seul Cosiste semble obnubilé par sa rapidité d'exécution. Malgré ses 4 doigts cybernétiques, il n'arrive pas à atteindre la même efficacité. Son regard alterne entre l'arme, presque entièrement démontée, et le chronomètre, toujours visible pour lui. Dorothée exprime son exaspération à voix haute. « Yann, veux-tu arrêter de jouer avec ton arme? On mange bientôt. » Après un bref moment d'hésitation, Yann tend son arme à son frère. Cosiste considère cette offrande avec ferveur et poursuit le travail de démontage. Dorothée soupire, mais s'efforce de passer outre. Pendant qu'elle fouille dans le réfrigérateur pour saisir le prochain ingrédient, elle aperçoit un objet insolite dans le tiroir de droite. Elle se met alors à crier et s'éloigne d'un bond. Des frissons lui parcourent l'échine. Une main humaine! Son teint blême est évident, mais Dorothée jurait l'avoir vu bouger. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a une main dans le frigo? Yann se met à rire. Oh, c'est Rick qui l'a apporté. Il a dû l'oublier là. L'oublier? Dorothée peine à reprendre son sang-froid. La surprise a fait place au dégoût. Un haut-le-cœur l'a saisie. Sans même qu'elle ait à en faire la requête, son SIN analyse à distance l'état des cellules de la main et les empreintes de la paume des doigts. Un agrandissement ciblé permet de définir le moment approximatif de l'amputation et l'identité du mutilé. Qu'est-ce que vous avez fait à monsieur Tremblay? Ne t'en fais pas, lance Cosiste, toujours en train d'analyser la raison d'être de la pièce suivante à dévisser. Rick l'a laissé partir. Dorothée prend quelques secondes pour assimiler l'information. Vous êtes devenu fou ou quoi? Il faut absolument que je parle à Rick. Ce dernier fait justement son entrée par la porte de côté qui donne sur le garage. Le veston blanc et la cravate qu'il porte lui donnent un air sophistiqué, même s'il n'y a rien de mondain en lui. Dorothée pointe le membre inanimé avec effroi. « Rick, c'est quoi ça? »« Ah, ça! C'est vrai que je laisse traîner mes choses. Je vais m'en occuper. Yann, Cosis, Monsieur Zach, est-il de retour avec le nouveau cadenas? J'ai fini de remplir le VUS. » Avant même que quelqu'un réponde, une petite enveloppe jaune clignote dans le champ de vision de tous les membres de la famille. Un message instantané. Les Boudreaux s'immobilisent simultanément. Qu'ils soient à la maison ou occupés ailleurs, les 5 frères et sœurs ont reçu le même fichier. Une angoisse palpable s'installe. Leur connexion au serveur familial enclenche le démarrage automatique d'une vidéo préenregistrée. Zach y apparaît les traits carrés, le regard sombre, l'air renfrogné. Fidèle à lui-même,
Pas un cheveu ne se dresse de travers sur son menton, et sur son menton est rasé de près. L'arrière-plan consiste en un environnement neutre, non identifiable. L'aîné de la famille, en veston-cravate, apparaît quelque peu tendu. L'air sévère, il s'éclaircit la voix. Bonjour, chers frères et sœurs. Nos trop nombreux différends m'ont progressivement poussé à me retirer de vos activités entrepreneuriales. Le temps est venu pour moi de passer à autre chose. Par cette vidéo, j'aimerais simplement vous faire mes adieux. J'ai tenté à maintes reprises de vous faire voir tout le mal que vous commettez pour vous enrichir. La voix de Zach ne trahit aucune émotion, et son attitude est plus froide que la main de M. Tremblay au fond du réfrigérateur. C'est pour la sécurité de Gisèle et l'avenir de mes filles que j'ai décidé de rompre tout contact avec vous. Bref, nos chemins se séparent. Ma campagne est déjà bien entamée et j'ai la ferme intention de gagner mes élections. J'aspire à un monde meilleur, sans Kaelium. À votre place, j'arrêterai tout de suite la production, car j'ai bien l'intention de respecter mes promesses électorales. Gardez à l'esprit que je n'agis pas contre vous, mais pour le bien-être commun. Cosiste, je ne te laisse pas trop influencer. Tu vaux mieux que ça. Rick, tu peux vivre ta passion pour le tir sans faire de mal aux autres. J'ai confiance en toi. Miguel, merci de prendre soin de maman comme tu le fais si bien. Dorothée, je te souhaite d'aboutir dans tes démarches. Tu le mérites grandement. Et Yann, ton cadenas sera livré par drone d'ici demain. Autant le message en lui-même est déroutant, autant le manque flagrant d'intérêt de l'expéditeur pour ses destinataires a l'effet d'un coup de poignard. Dorothée tente de rationaliser. Après tout, détruire des familles est une tâche banale dans la vie d'un politicien. Même si elle tente de dissimuler sa tristesse, le poison de la trahison se répand dans sa poitrine. Ensuite, on fait une ellipse et un saut dans le temps. Dorothée et Yann circulent à vitesse réduite sur une route pavée de mauvaises intentions, d'amertume et de béton. Il est plus de 1h30 du matin et il fait une nuit d'encre. Pas besoin de s'accoutrer de vêtements qui protègent des rayons UV, car le soleil est couché depuis longtemps. Le chemin de la côte des neiges est désert et la chaussée visqueuse. L'essence et les déchets toxiques s'écoulent entre les roues de leur VUS, délavant lentement la tôle et le plastique. Il y a longtemps déjà que les usines ne se préoccupent plus de préserver l'environnement des effets néfastes de la pollution. C'est sans doute pour cette raison qu'un dépotoir se trouve sur cette avenue sombre, à l'endroit où se trouvait, 50 ans plus tôt, le parc Kent et ses balançoires rouillés. Le coffre du VUS des Boudreaux déborde de Kaelium. D'un geste lâche, Yann jette sa canette de coke eau par la fenêtre. Aussi silencieuse que son frère, Dorothée a tout le loisir de se perdre dans ses réflexions en regardant le paysage désolant, du béton à perte de vue. C'est que les sols sont érodés au point d'empêcher les plantes de pousser. Une pluie acide se met alors à tomber sur Montréal, picorant la peau des quelques passants qui ont daigné sortir à cette heure tardive. Une odeur de soufre envahit l'habitacle du véhicule, malgré son système de filtration d'air perfectionné. L'averse s'intensifie. Autrefois, on aurait affirmé par un tel temps qu'il pleuvait à boire debout. Cette expression a maintenant perdu tout son sens, car quiconque ose boire les gouttes tombant du ciel met en danger son intégrité physique. Dorothée a l'impression qu'à l'eau s'ajoute graduellement de la neige. Mais il n'en est rien. Ce sont plutôt des cendres qui se mêlent aux précipitations. Même si l'on est en janvier, les chaleurs intenses multiplient les incendies et empêchent toute précipitation solide de tomber. Le ciel orangé est envahi par une fumée. Pardon. Petite interlude.
Le ciel orangé est envahi par une fumée dense et âcre. C'est seulement lorsque des brasiers font rage dans la ville que les Montréalais ont droit à ce spectacle. Une vision apocalyptique à la fois belle et terrifiante. De véritables mares noires de substances graisseuses et d'eau acide se forment dans la rue. La réaction chimique causée par le contact de l'acidité de la pluie et du caoutchouc détache progressivement des microparticules des pneus, tandis que l'essence se répand sur les bâtiments situés à proximité, colorant la ville d'une teinte sombre. Yann fait gémir les roues du VUS en tournant dans une petite rue mal éclairée. Dorothée jette un dernier coup d'œil au fil d'actualité projeté au centre de son aire optique. Les résultats partiels des sondages concernant l'élection nationale lui paraissent sur commande. 22%, c'est risible. C'est infime, le pourcentage en dit long sur l'appréciation générale de la population envers Jacques Boudreau. Dorothée transfère l'information sur le serveur familial. Yann est alors avisé de ce résultat. Son sourire en coin indique qu'il a consulté le fichier. Peut-être les électeurs lui régleront-ils son compte avant que la famille s'en mêle. Il faut dire que Yann n'a aucun scrupule à ce que du sang soit versé, même celui d'un membre de sa famille. Yann fronce les sourcils, l'air méfiant. Hésitant, il regarde le regard braqué sur un point éloigné, il enfonce lentement la pédale de frein. C'est bizarre. On dirait qu'il y a une voiture par là, affirme-t-il en tournant la tête vers celle-ci. Dorothée imite son geste. Leur VUS, qui roule maintenant au ralenti, passe devant une ruelle sombre. Impossible de voir clairement ce qui s'y cache, et pourtant, Dorothée croit apercevoir le reflet d'une carrosserie noire scintillante. Elle scrute la ruelle à l'aide d'un mode vision nocturne de son cygne, tentant d'y distinguer quelque chose. Soudain, des phares s'allument sous leurs yeux. La lumière aveuglante force Dorothée à détourner le regard. Yann enfonce la pédale d'accélération, faisant crisser les pneus du vieux VUS. La voiture cachée, un véritable bolide de course, se met aussitôt à leur poursuite. Yann accélère. Dorothée se rend vite compte qu'une fourgonnette blanche leur barre le passage plus loin. Son frère l'a-t-il vu? Le VUS des Boudreaux s'approche dangereusement. « Attention, Yann! Fais quelque chose, on va frapper! » Le regard de Yann passe du pare-brise au rétroviseur. On est coincé. À peine a-t-il le temps d'effectuer ce constat que, devant lui, les portières coulissantes du mastodonte blanc s'ouvrent. Deux hommes armés commencent à faire feu en leur direction. Dorothée a tout juste le temps de se pencher et de se couvrir le visage. Les balles atteignent le capot et fissurent le pare-brise, dont les morceaux pleuvent sur Dorothée et Yann. Tout en hurlant une panoplie de jurons, tous plus vulgaires les uns que les autres, Yann s'engage brusquement dans une rue perpendiculaire. La manœuvre est si rapide que la cargaison arrière glisse d'un bord à l'autre du VUS. Ce virage prend par surprise la voiture sport noire qui les poursuit. Celle-ci manque l'intersection, mais réussit à effectuer un demi-tour serré et repart à leur trousse, suivi de près par la fourgonnette. Dorothée et Yann se retrouvent alors avec deux voitures à leur poursuite. La pluie acide et l'essence rendent la chaussée gluante. Une sorte de viscosité dangereuse accroît l'adhérence des pneus, qui tendent à coller au sol. Maintenant plus frustrée qu'apeurée, Dorothée jette un coup d'œil au coffre à gants et plonge les mains dans sa gueule profonde pour saisir deux armes à feu. « J'en veux une, moi aussi !» crie Yann. « Et vite !» Dorothée s'exécute sans poser de questions et tend à Yann une arme, que celui-ci attrape d'une main ensanglantée, zébrée de coupures où sont encore fichés de petits morceaux de verre. Yann ne peut pas réellement tirer tout en conduisant, mais il se sent probablement plus en sécurité une arme à la main. 3 nouveaux coups de feu retentissent, véritable déflagration dans la nuit. Le dernier tir crée d'inquiétantes flamèches sur la carrosserie,
tachée de produits dangereux. Les yeux s'écarquillent. Dorothée hurle. « Yann, tourne le coin! » Dans un même mouvement, elle abaisse complètement son dossier, s'allonge à plat ventre et enclenche l'ouverture du coffre arrière. Tandis que les balles sifflent vers elle, son signe analyse la situation en une fraction de seconde. Le logiciel illégal développé par Miguel s'active automatiquement. L'intelligence artificielle regroupe un nombre considérable de données collectées sur le terrain. Dorothée se sent en confiance. Elle peut repérer précisément l'endroit où elle doit tirer pour provoquer le maximum de dégâts, compte tenu du type de cible, de l'arme utilisée et même des facteurs météorologiques. Elle presse la détente de son arme et vide son chargeur sur le véhicule sport. Elle atteint le point critique et perce le pneu avant, dont les morceaux brûlants virevoltent partout. La fourgonnette blanche est quant à elle hors d'atteinte. Yann change une nouvelle fois de trajectoire en prenant une autre tournant. La décomposition de la roue de la voiture sport s'accélère. L'essieu percute alors la chaussée et une réaction en chaîne se déclenche. La friction du métal contre le bitume provoque des étincelles qui ne tardent pas à toucher une épaisse flaque de résidus chimiques qui s'enflamme aussitôt. Très vite, la voiture sport prend feu et explose, créant un spectacle grandiose dans la nuit. La fourgonnette de derrière ne parvient pas à freiner à temps et s'engouffre dans le brasier. Dorothée entend Yann hurler d'extase et rire aux éclats. Mais elle s'inquiète de la plaie béante sur son avant-bras, dont s'échappe d'importantes quantités de sang. De sa main valide, elle tente tant bien que mal d'arrêter le saignement, en exerçant une pression. Yann se tourne vers elle et frappe violemment le tableau de bord. Comme pour apaiser la scène, la pluie cesse progressivement. « Ça a l'air grave ?» demande-t-il simplement. Dorothée sait qu'il ne se préoccupe pas vraiment de la douleur qu'elle ressent, ni même des séquelles qu'elle pourrait garder, mais plutôt des reproches qui l'attendent de retour à la maison. Une blessure pareille, en plus du véhicule de livraison criblé de balles, sans compter qu'il est déjà 2 heures du matin et qu'ils ne se sont pas rendus au lieu de dépôt. Cette nuit ne sera décidément pas lucrative. Mais l'important, c'est qu'ils en soient sortis vivants. Bien sûr, les responsables de cette livraison ratée sont les hommes de main du docteur Hubert Fortin, c'est évident. Ce n'est pas la première fois qu'ils tentent de les empêcher d'écouler leur cargaison. Dorothée et Yann ont eu de la chance cette fois, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Cosiste peut témoigner de l'absence de pitié du docteur, pour preuve sa main droite à laquelle il ne reste plus que le pouce comme doigt d'origine. Le docteur Fortin est le plus féroce compétiteur des Boudreaux. Malgré ses nombreux échecs, il semble persuadé que tous les moyens sont bons pour retrouver le monopole. Et éliminer les Boudreaux est sûrement la solution la plus efficace pour lui. Pour ce qui reste de la nuit, au diable les précautions usuelles. Yann ira cacher le véhicule et son chargement après avoir reconduit Dorothée à la maison. Une fois garé sur le terrain, il descend du véhicule et, visiblement mal à l'aise, ouvre la portière et se penche vers Dorothée, peut-être pour la prendre dans ses bras. Celle-ci le devance et sort du véhicule sans son aide. Elle marche en titubant légèrement jusqu'à la porte d'entrée, soutenue par Yann. Dorothée n'est pas dupe. Elle sait très bien que Yann joue un rôle devant les autres membres de la famille, plutôt à avoir l'air du grand frère qui s'occupe de sa sœur que de l'égoïste qu'il est en réalité. C'est ce qui lui permet de rester dans les bonnes grâces de ses frères. Dans la maison, l'inquiétude de les voir rentrer si tôt fait place à la panique. Seuls Miguel et Agathe, leur mère, sont présents. L'attitude autoritaire du premier ne laisse d'autre choix à Dorothée que de montrer sa blessure. Lorsque Miguel se penche sur la plaie, ses lunettes ont tendance à glisser sur son nez. De son index, il les replace machinalement. Toute la famille sait qu'il est myope comme une taupe. Il s'obstine à refuser la chirurgie laser. On peut dire que ces verres épais font partie de son charme. Qui plus est, son signe compense en partie son trouble de vision. Durant l'examen, il constate qu'une balle a fendu la chair et brûlé le rebord de la plaie.
la quantité importante de sang perdu pourrait laisser présager un diagnostic plutôt grave, mais Miguel ne s'affole pas. Analysant de près la blessure, son signe lui indique le traitement approprié et Miguel le lui partage en direct. Une pression constante exercée avec un linge propre pour cesser l'hémorragie, la désinfection de la plaie, puis la pause de pansement de rapprochement. Après avoir balayé au rayon X le bras de Dorothée, le signe confirme l'absence de fragments métalliques et établit les probabilités de complications selon une courbe descendante, en fonction du temps écoulé. Il vulgarise ensuite les données. Dorothée aura besoin d'une surveillance serrée durant les 48 prochaines heures, car c'est durant cette période que le risque d'infection s'avère le plus élevé. Suit une liste de symptômes à surveiller et une recommandation visant l'analyse de la plaie toutes les 8 heures. Pourtant assise face à Dorothée, dont la blessure soigne encore, Agathe affiche un visage impassible et sans vie. Vêtue d'une jaquette de soie rose, elle semble tout juste sortie du lit. Or, il s'agit plutôt de son vêtement de tous les jours, à moins que ses enfants ne l'habillent convenablement. Sur son front, des mèches blanches accentuent le vieillissement de son visage. Elle peut faire peur, mais Dorothée est habituée de la voir ainsi. Depuis des années, l'esprit d'Agathe fait des va-et-vient entre la réalité et son euphorie du moment. Sa vision est souvent voilée par les fantômes du passé. Quelques minutes passent avant qu'elle revienne subitement des vapes. La vue du sang provoque chez Agathe une anxiété profonde. Sa respiration s'accélère sous le regard fatigué de Dorothée. « Miguel, maman devrait sortir !» annonce Dorothée, toujours préoccupée par son bras. Celui-ci éloigne Agathe de la cuisine. Habitué aux pertes de contrôle de sa mère de plus en plus fréquentes, il s'adresse à elle d'un ton autoritaire et agrippe solidement ses épaules avec ses mains. Sa voix reste basse, mais ne laisse aucune place à l'indiscipline. Même si ses frères disent le contraire, Dorothée sait pertinemment que seul le kalium a pu faire autant de ravages au cerveau de sa mère. Bien que les spécialistes hésitent à se prononcer sur les effets réels d'une consommation quotidienne à long terme, tous s'entendent pour dire que la molécule cause des dommages irréversibles. Dans le cas d'une consommation telle que celle d'Agathe, inutile de chercher plus loin les causes de son état d'absence perpétuelle et de son mutisme. Autrefois, elle s'exprimait d'une voix à la voix tendre et autoritaire, et disposait d'une intelligence remarquable. Malgré son manque d'éducation, Agathe Boudreau possédait un esprit brillant et pouvait résoudre bon nombre de problèmes tant émotionnels que logiques, et ce, sans assistance technologique. Sans sa personnalité anxieuse qui la fait rechuter continuellement dans son vice, elle aurait pu être une très bonne mère. Miguel termine son habituel discours sur l'importance de demeurer dans le monde réel. Même si tous savent que seul le hasard leur rend parfois leur mère, chacun porte attention à la réaction. Elle prend un air affligé, en glissant une main desséchée sur la joue de son fils. Pendue à ses lèvres, Dorothée, Yann et Miguel l'entendent glisser le nom de son père entre deux songes. « Anton, tu es revenu? » L'émotion des trois enfants est palpable. C'est la première fois en 5 ans qu'elle formule une phrase compréhensible. Eh bien, l'ancienne tour. Son regard cherche celui de Dorothée, mais celle-ci se contente de hausser les épaules. Elle sait que s'enthousiasmer n'apporterait que plus de déception au bout du compte. Tous les médecins s'entendent pour dire qu'Agathe ne retrouvera jamais toute sa tête. Aussi, vaut-il mieux prendre les choses comme elles viennent. Il a fallu des années de sevrage pour en arriver là. Agathe a retrouvé une infime partie de ses capacités, mais son obsession pour le kalium n'est pas près de s'éteindre. Seule la surveillance constante de ses enfants l'empêche de sombrer à nouveau dans la dépendance. « Allez, maman, c'est le temps d'aller au lit, » conclut Miguel.
Verrouille bien la porte, comme il faut, lui rappelle Dorothée. J'aimerais qu'on évite une seconde évasion cette fois. J'ai besoin d'une nuit tranquille. Dorothée ose enfin lâcher la pression sur son bras et constate que le sang ne s'en échappe plus. Elle désinfecte la plaie par petites touches en grimaçant. Puis, elle pose les sutures autocollantes pour refermer les lèvres de la blessure et entoure son bras d'un bandage suffisamment ajusté. Enfin, elle quitte la cuisine pour s'isoler dans son espace privé au sous-sol. Lorsqu'elle allume la lumière de sa chambre, elle peut voir une mosaïque de portraits holographiques affichés sur le mur. Celui du fond, face à la table basse, est le plus garni. Certains portraits, la plupart représentant des femmes d'âge mûr, sont reliés par des traits colorés et dispersés sur une carte du Québec. À l'écart, un visage barré d'une croix rouge. C'est la toute dernière piste que Dorothée a suivie aux îles de la Madeleine, il y a 1 mois de cela. Elle y a rencontré une dame à l'accent prononcé qui vivait comme à une autre époque. Elle avait même fait désactiver son signe et ne pouvait donc plus utiliser les fonctionnalités de la réalité augmentée. Finalement, cette femme intrigante n'est pas celle que Dorothée recherche. Écarté, son portrait a rejoint les autres pistes infructueuses, loin de l'amas de candidats potentiels. Dorothée désire garder son enquête pour elle-même. Aussi, cet affichage n'est aucunement accessible aux autres utilisateurs du serveur familial. Même si tous les boudreaux disposent d'un signe, ceux qui osent s'aventurer dans sa chambre n'en aperçoivent que des murs blancs et ont la fausse impression d'une chambre aseptisée. C'est le fruit d'un pare-feu très efficace, dont Zach a appris l'existence uniquement en raison d'une confession maladroite de Dorothée. Comme elle a toujours considéré qu'il était le seul de ses frères à être assez raisonnable pour comprendre son profond besoin de réponse, il était son unique confident. Du moins jusqu'à ce jour. Il lui est maintenant difficile d'assimiler que Dorothée l'a finalement abandonné et mis dans le même sac que ses frères. Épuisée, le corps ankylosé et les paupières tombantes, Dorothée s'étend sur son lit. Elle déclenche l'extinction des feux par une simple commande vocale. Puis, elle sombre dans un sommeil agité. Donc, c'était le premier chapitre de Déviance. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez embarqué dedans. Si vous êtes intéressé à vous le procurer, ça, vous pouvez me contacter ou vous pouvez aussi aller sur tout... il est disponible sur les sites de vente comme leslibraires.ca, Renaud-Bré et j'en passe. Donc, j'imagine que vous n'allez pas avoir de mal à trouver. Et bon, maintenant, comme d'habitude, à la fin de mes vidéos, je suis supposée de vous révéler un secret. J'ai oublié de prévenir cette fois, mais à chacune de mes vidéos, je vous révèle un petit quelque chose. Cette fois, ça va sûrement vous faire vraiment plaisir pour les amateurs d'action et d'épouvante. Je peux pas dire beaucoup de détails, mais je peux vous confirmer que je travaille présentement sur un nouveau livre. Et en fait, c'est la première fois que j'essaie ça. Ça va être une enquête policière. Donc, je peux pas en dire bien plus, mais je me suis vraiment amusée à jouer au détective puis à comprendre comment le métier fonctionnait, en fait. Donc, restez à l'affût. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. C'est vraiment secret entre nous. Mais disons que le premier jet est terminé. Puis j'ai bien hâte de voir la suite. Puis bien sûr, je vais vous tenir au courant dès que j'ai plus de détails à vous révéler. Donc, c'est la fin de cette lecture aux chandelles. Encore une fois, vraiment, merci d'avoir été là. Merci de m'écouter en direct ou en différé, peu importe. Je suis vraiment très, très heureuse, très choyée de vous avoir parmi mes abonnés ou des gens qui me suivent sur les réseaux. Donc, je vous remercie infiniment.
bonne soirée à tous et profitez-en pour manger le plus de bonbons possible. Bonne soirée.